il y a une vingtaine d'années, le diagnostic d'hyperactivité, etc., était un diagnostic qui titillait la communauté pédopsychiatrique française et même internationale un petit peu. Et puis, à l'évidence, les choses se sont un peu apaisées. C'est très bien. Néanmoins, il m'arrive régulièrement en consultation d'avoir des patients qui me sont amenés avec un diagnostic d'hyperactivité derrière la tête, et puis de faire mon observation, mon entretien clinique, etc., et d'être à la fin un peu dubitatif sur le fait que, par certains aspects, on peut dire que oui, effectivement, il y a une hyperactivité, mais que par d'autres aspects, je n'ai pas du tout envie de considérer que ce jeune patient est un patient psychiatrique, et encore moins de décider qu'il doit avoir un traitement pharmacologique ou pas. Et c'est quand même pas... alors vous me direz, en médecine, ça, c'est pas si rare que ça. Hein. Un diabète de type 2, vous pouvez avoir une hyperglycémie un petit peu élevée, et puis on va dire, attention, il faudrait faire du sport, etc. Est-ce que je vais l'enquiquiner pour ça? Voilà, c'est la médecine, rien n'est jamais complètement catégoriel, sauf que, le diabète de type 2 et l'hyperactivité, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que les répercussions symboliques, ou même thérapeutiques, ne sont pas les mêmes. Et du coup, je suis un peu embêté avec cette histoire. Alors, je le partage avec les parents des patients, je leur explique que c'est pas simple. Et puis, je veux, pendant cette petite demi-heure, ces 20 minutes, voir un peu avec vous de quoi il en retourne. Alors, premier point, je vous dis, le diagnostic d'hyperactivité, parfois, effectivement, je vois que l'enfant, il a le syndrome, etc., mais peut-être pas assez pour que... voilà. Et donc, un peu comme le diabète, en fait, l'hyperactivité, c'est fondamentalement dimensionnel, alors qu'un diagnostic, il est fondamentalement catégoriel. Et d'ailleurs, il y a plein de collègues qui avaient dit très tôt, oui, mais donc ça ne tient pas la route cette histoire, comment voulez-vous... c'est extrêmement maladroit, voire un peu délétère, d'enfermer les gens avec des mots, alors qu'en fait, on est dans des phénotypes dimensionnels. Alors, il faut dédramatiser cette histoire parce qu'en médecine, l'immense majorité des phénotypes sont dimensionnels. L'arthrose de hanche, par exemple, est un phénotype dimensionnel. L'arthrose du genou, j'ai appris qu'à 30 ans, un tiers de la population avait déjà les symptômes d'arthrose du genou. Et puis, seuls quelques-uns auront une prothèse totale de genou. Donc, oui, l'arthrose de genou, l'arthrose de hanche, c'est en fait une pathologie dimensionnelle. Le cartilage se détruit petit à petit. Mais en fait, on pose ou on ne pose pas une prothèse totale de genou. Et donc, comme le médecin est tendu vers l'organisation de sa thérapeutique, il va organiser le phénotype clinique en termes catégoriels pour préparer la prise en charge. Et donc, nous inscrivons nos pratiques dans des mots qui sont des catégories parce que ça nous aide à travailler au quotidien. Mais bien entendu, il faut avoir toujours un poil de recul en se disant, certes, je pose le diagnostic, mais d'ailleurs parfois on dit c'est subsyndromique, oui c'est un patient extrême, etc. Le phénotype est dimensionnel, mais nous portons des diagnostics catégoriels et c'est pas grave, c'est une question de pragmatique. Premier point. Deuxième point, le diagnostic d'hyperactivité avec déficit de l'attention, etc., etc. Alors, vous avez dû voir qu'on a le DSM, l'ICD, puis on a des gens qui font de la neurobiologie, et puis on a les journalistes qui en parlent, et puis est-ce qu'on parle de la même chose, et qui a raison là-dedans? Alors, si on regarde au quotidien, le diagnostic d'hyperactivité est en fait un diagnostic statistique. Quand nous posons ce diagnostic, nous faisons un recueil sémiologique, et puis nous observons un syndrome, c'est-à-dire une co-occurrence de symptômes statistiquement associés. Et des épidémiologistes ont montré que quand on avait ce syndrome, alors certains types de prise en charge permettaient d'améliorer les outcomes du patient. Et puis on pouvait prédire dans une certaine mesure un pronostic. Et c'est comme ça que fonctionne l'immense majorité de la pratique médicale, c'est la pratique syndromique qui est en fait une pratique statistique. Donc ça c'est le socle de la pratique diagnostique quotidienne. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait ce que l'on apprend en premier cycle des études médicales. En premier cycle et même en second cycle des études médicales, souvent on présente le diagnostic sous la forme du dysfonctionnement d'un processus physiologique. C'est la physiopathologie. Et il existe une physiopathologie de l'hyperactivité avec déficit de l'attention.
Et clairement, les deux sont orthogonales. Avoir une pensée mécanistique d'un trouble en termes de dérèglement, ça n'est pas du tout la même chose que d'avoir une pensée statistique. D'ailleurs, l'ancêtre de la pensée biologique des troubles, c'est Claude Bernard, et Claude Bernard avait une sainte horreur de la statistique. Alors, donc il existe une façon de poser un diagnostic de TDAH avec les statistiques. Il en existe une, alors aujourd'hui elle est embryonnaire, il en existerait une avec la physiopathologie, alors peut-être avec la psychopathologie, parce qu'en psychiatrie il n'y a pas qu'un seul champ théorique, en néphrologie il y a un seul champ théorique, c'est la biologie du rein. En psychiatrie, nous avons plusieurs champs théoriques. Nous avons aujourd'hui le champ neuroscientifique, mais il y a aussi le champ psychodynamique, cognitif, qui n'est pas exactement superposable au champ neurobiologique, etc. Donc en tout cas, nous avons là des processus qui expliquent avec une perspective dynamique, développementale, que ce soit le développement d'un cerveau, le développement d'un comportement, qui fait qu'on va poser un diagnostic de TDAH. Alors ça, c'est le cœur de la pratique médicale. Mais dans le domaine de l'hyperactivité, il n'y a pas que ça. Par exemple, on peut imaginer que les diagnostics d'hyperactivité soient une construction sociale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la société dise « mais nos enfants bougent, ils bougent, regardez », et que les médecins doivent répondre à la demande. Et donc, ils vont organiser un trouble autour d'une demande sociale. Et il y a des sociologues qui disent ça. Construction juridique aussi. Aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques décidées par la HAS. Il y a des bonnes pratiques qui vont arriver sur l'hyperactivité. Et si un médecin n'est pas conforme à une pratique qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques de la HAS, il est susceptible éventuellement d'avoir des soucis un jour si on porte plainte. Alors une construction économique aussi. Construction économique, alors dans notre pays peut-être un peu moins, mais il y a de l'argent derrière les diagnostics. Alors bien sûr, on va penser tout de suite à des molécules pharmacologiques que l'on donne avec un chiffre d'affaires. Mais il y a aussi un business autour des prises en charge non médicamenteuses. Et puis, il y a des troubles qui sont remboursés, des troubles qui ne sont pas remboursés. Et ça a été complètement étudié. Vous savez qu'en fonction du niveau de remboursement de certains troubles, les diagnostics que posent les cliniciens bougent. Notamment entre troubles bipolaires et personnalité borderline. Vous voyez, hein. Et entre nous, hyperactivité, bipolarité, borderline, c'est pas si loin que ça. Voilà, donc au total, vous voyez, si on prend un peu de recul autour du diagnostic d'hyperactivité, on a de quoi, en termes théoriques, encore une fois, dans la vie quotidienne, on ne se pose pas toutes ces questions. Mais c'est bien le jour d'un congrès de prendre 5 minutes de recul et de se demander, mais finalement, ce diagnostic que je pose, ça correspond à quoi? Ça correspond à quelque chose qui me rend service en pratique. Alors, vous voyez, je dis qui me rend service. Et c'est là que j'arrive au titre de la conférence, finalement, à qui c'est utile ce diagnostic? Normalement, tout ce qu'on fait, c'est utile pour le patient. Bien sûr qu'on fait tous des choses qui sont utiles pour nos patients. Néanmoins, il faut être lucide. Vous savez bien que, en réalité, on a aussi un inconscient, etc. Et que parfois on fait des choses qui nous sont utiles à nous, qui sont utiles aux parents, qui sont utiles aux enseignants, etc. C'est pas si simple que ça. Alors je vous propose de passer un petit peu en revue, finalement, ce diagnostic, à qui il est utile. Alors, il est utile aux patients, bien sûr. Il est utile aux patients. Vous savez que alors, si on pose le diagnostic d'hyperactivité, on a une prise en charge thérapeutique possible, ce qui quand même pour un médecin est aussi vraiment important. Ces prises en charge peuvent être médicamenteuses ou non médicamenteuses. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a quand même un truc extraordinaire, c'est que vous savez que les prises en charge médicamenteuses de l'ADHD ont la taille d'effet quasiment la plus importante, tout psychotrope confondu. Il n'y a guère que les antipsychotiques en schizophrénie aiguë qui arrivent à avoir une taille d'effet aussi importante. Taille d'effet, ça veut dire, vous savez que quand vous faites un essai randomisé d'une molécule dans l'hyperactivité versus placebo, vous avez besoin en gros de 30 patients par groupe pour que ça soit statistiquement significatif. Dans la dépression, vous en avez besoin de 400 par groupe. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de la taille d'effet sur la symptomatologie des produits que l'on prescrit. Et donc naturellement, tout ça correspond à une amélioration de la symptomatologie du patient, ce qui est bien. Sauf que, si on est complètement honnête,
moi je dirais 2 patients sur 3 que j'ai qui est hyperactif, eh bien, quand il va mieux, il se rend pas vraiment compte qu'il va mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Hein. Il y a des patients hyperactifs à l'école primaire, hein. Une fois qu'ils sont traités, ils disent « Ah ben oui, c'est vrai, j'arrive mieux à faire mes devoirs, etc. Ça va mieux, oui, c'est vrai. » Mais dans l'immense majorité des cas, quand on leur demande « Comment tu te sens, tu vas mieux ?» Alors ils disent « Oui, oui, mais en fait, bon, on lui a tellement dit qu'il allait mieux qu'il veut finir par le dire. » Et si vous parlez, si vous dites « Mais alors, qu'est-ce qui a changé ?» En fait, il ne sait pas ce qui a changé. Parce que c'est un peu comme si c'était son thermostat à l'intérieur de lui qui avait bougé en même temps que lui. Et donc il a l'impression qu'il est toujours le même. Il voit bien que le regard des autres sur lui a changé, mais finalement lui-même, ça ne va pas forcément mieux. Bon. Alors, vous me direz, oui, mais bon, c'est un enfant, donc il n'a pas forcément tous les outils pour savoir qu'il va mieux ou qu'il ne va pas mieux, un problème d'insight, etc. En tout cas, nous, on voit que les symptômes, ça va mieux. En fait, c'est déjà un peu... Alors, par contre, il y a un truc où le diagnostic est utile, et ça, c'est vrai en psychiatrie de l'enfant en général, c'est que parfois, de donner un diagnostic, le patient se rend compte qu'en fait, il n'est pas tout seul et qu'il y avait vraiment quelque chose. Il sentait bien qu'autour de lui, il n'était pas traité de la même façon que ses petits camarades à l'école. Et d'aller voir un médecin, le médecin dit « Ah ben oui, il y a ce qu'on appelle une hyperactivité ». Il voit ses parents qui s'apaisent, il se dit « Ah ben tiens, voilà ». Et alors on explique, et ben oui, ça touche 3% des enfants, des garçons, etc. à l'école primaire. Donc je ne suis pas seul, et ça c'est vrai que ça apaise. Donc oui, ça peut être utile aux patients. Mais alors, bien sûr, ça n'est pas que utile. Il y a aussi, quand on pose le diagnostic, il y a des effets indésirables. Alors, il va y avoir les effets indésirables des médicaments ou des prises en charge qu'on va lui proposer. Dans l'hyperactivité, ce n'est pas la catastrophe. Mais quand même. Alors, vous me direz, les effets indésirables, bon, la perte d'appétit, etc., la perte de sommeil, bon, l'éthique, voilà. C'est pas, bon, faut être honnête, c'est pas très important. Non, il y a un effet indésirable relativement subtil que l'on voit surtout chez les adolescents, qui est le fait qu'ils ne se sentent plus eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ils prennent en général le médicament, effectivement, ils voient objectivement qu'ils travaillent mal à l'école, mais ils ne sont plus eux-mêmes, et parfois ça pose un vrai problème de compliance. Deuxième point, il y a un effet indésirable symbolique qui est que l'enfant est hyperactif, mais vous savez bien qu'un enfant, la symptomatologie d'un enfant ne peut jamais être complètement considérée indépendamment de son environnement. Sauf que le diagnostic, il est fait à lui. Et donc, ça centre toute la problématique familiale autour de celui qui porte le diagnostic. Et cette histoire n'est pas complètement... a bien été repérée même par les Américains, puisqu'il y a, au moment où le DSM-5 était en cours de fabrication, il y a longtemps, des collègues américains avaient envisagé de proposer des diagnostics qui porteraient sur une famille et pas sur un patient. Ça aurait eu 2 avantages. Un, de rembourser les psychothérapies systémiques, parce que comme ça, il y aurait eu un numéro de sécurité sociale pour la famille, pour les assurances, ça aurait marché. Et 2, on aurait dit, il y a un problème de système, vous voyez, et qui facilite quand même la déstigmatisation. Alors là, il faut être honnête, c'est un peu facile. Il a 7 ans, bon, il ne peut pas dire grand-chose, et en plus on dit, oui, c'est lui qui a le diagnostic. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je dis juste que parfois ça arrive comme ça. Donc utile, pas utile, ça c'est pour le patient. Alors, pour le médecin, il faut être honnête, parfois c'est... Bon, on a une demi-heure en gros pour faire une consultation. Le temps d'aller chercher les parents, les patients qui s'assoient, que tout le monde, que le niveau d'entropie baisse, qu'on parle de ce qui s'est passé depuis la dernière fois, etc. Il vous reste le temps d'écrire les courriers, il vous reste 20 minutes pour faire votre boulot. Les gens n'imaginent pas que les pédopsychiatres ont 20 minutes pour faire leur boulot. Et il faut être honnête, c'est en général très compliqué. C'est en général très compliqué parce que oui, il a des symptômes externalisés, oui, mais c'est plus à la maison qu'à l'école, ou plus à l'école qu'à la maison, et c'est plus avec un tel et un tel qu'avec un tel et... Enfin, c'est... Bon, et si vous avez votre grille de lecture, vous dites, c'est une hyperactivité. Voilà, voilà, tchac, vous avez réglé votre consultation, vous savez qu'il y a la prise en charge, etc. Vous pouvez déjà vous projeter sur le patient suivant que vous voyez sur votre planning de consultation. Mais je ne dis pas ça, moi je le fais aussi, c'est-à-dire je me surprends en train d'avoir ce réflexe, de voir, oui, il est hyperactif, bien sûr.
Sauf que, souvent c'est pas si simple, et qu'on aurait intérêt à gratter le pas si simple, parce que vraisemblablement ça permettrait d'améliorer des choses qu'une prise en charge standard d'ADHD ne va pas permettre de régler. Donc, oui, ça facilite les choses. Oui, bien sûr. Alors, il y a un truc quand même. Diagnostiquer une hyperactivité, donner un traitement et voir que ça s'améliore, c'est hyper narcissisant pour les médecins. Franchement, c'est... Moi, je suis sûr que vous avez déjà eu des parents revenir après 15 jours de traitement avec les larmes aux yeux tellement qu'ils voient leur patient changer et tout ça. Alors vous vous rendez compte... Bon, et donc vous avez envie que ça recommence. Et donc, voilà. Et c'est normal. Hein. Alors, faut être honnête. Il y a aussi... Parfois, on a des doutes. Parfois, on a des doutes. C'est-à-dire avoir comme ça, à force... Bon, à peu près 50% de mes patients viennent pour des troubles externalisés. Et c'est vrai qu'à la fin d'une consultation, on se dit « Ah, mais quand même, il y en a marre toujours de dire la même chose, hyperactivité, trouble de conduite, un peu d'opposition, etc. » C'est pas ça la réalité, c'est pas ça. Hein. Et donc parfois, on est un peu rebelle contre ces histoires. On aimerait mettre un peu plus de sens, de psychopathologie, de physiopathologie, etc. On est pris entre la médecine statistique et la médecine de Claude Bernard, et puis c'est la statistique qui gagne parce que c'est celle qui est la plus efficace en pratique, en tout cas aujourd'hui. Alors les parents. Alors il y a une utilité, il y a plein d'utilités pour les parents et c'est évident. Premier point, ben, leur enfant va mieux. Voilà, donc ça, bravo. Mais surtout, c'est que, vous le savez, en pédopsychiatrie, c'est toujours comme ça, les parents sont persuadés qu'ils sont un peu responsables des troubles qu'a leur enfant. Et donc, quand vous dites, ah ben, il y a un diagnostic, c'est 3% de la population, etc., tout d'un coup, vous déculpabilisez, et c'est bien. Alors, c'est bien, sauf qu'on est bien d'accord... L'hyperactivité vient, comme disait Marie-Christine Morin-Simeoni, les chats ne font pas des chiens. On est bien d'accord, les enfants hyperactifs, souvent, c'est dans une famille où ça bouge un peu. Et il ne faut pas que dire, ah ben oui, c'est un diagnostic, c'est une maladie, comme s'il avait un diabète de type 1. Non, oui, il est hyperactif, mais d'ailleurs souvent la maman dit, ah ben oui, mais toi, ta mère, en fait, elle m'a dit que tu étais pareil quand tu étais petit. Bon. Donc on peut travailler aussi sur la famille, etc., Donc ça déstigmatise, ça déculpabilise, et puis ça permet d'améliorer l'état de santé de leur enfant, et ça c'est très bien. Mais ce diagnostic pose aussi un problème aux parents, et je suis sûr que vous l'avez remarqué, c'est que c'est comme ça. Quand des parents vont amener leur enfant chez le pédiatre et qu'il y a une angine, jamais ils vont se sentir coupables que le médecin prescrit un antibiotique. Quand on amène un enfant hyperactif chez le pédopsychiatre, eh ben, il y a des parents, et même beaucoup de parents, à qui ça pose un problème que l'on prescrive un psychotrope à leur enfant. Et bien sûr, quand on dit, moi je dis hein, que c'est un stimulant qui n'est pas si loin que ça d'une amphétamine, parce que c'est quand même un peu le cas, eh ben, mais alors... Qu'est-ce qu'on fait avec notre enfant? On l'amène, oui, bon, il bouge beaucoup, mais nous on s'en sort un peu, à l'école ça va pas, et alors on va lui donner un médicament pour ça, et il y a des gens qui... c'est un choix de prescription qui se fait par procuration. Et pour des parents, ça peut être difficile. Donc on a vu le patient, le médecin, les parents, les enseignants. Alors c'est très intéressant, c'est que je ne sais pas si ça vous a fait la même impression, mais il y a une vingtaine d'années, les enseignants étaient assez contre. Méthylphénidate, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, bon, de plus en plus, ils se rendent compte que ce que disent les essais, c'est que la symptomatologie s'améliore et les apprentissages, globalement, ne vont pas plus mal, hein, on est bien d'accord. Même si c'est difficile de le montrer dans les essais randomisés, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Hein, vous savez, il y a peu d'études qui montrent que les traitements médicamenteux améliorent les apprentissages, mais cliniquement, on en a quand même vraiment l'impression. Donc les enseignants voient ça, et c'est vrai que moi je le fais en aveugle, je dis toujours aux parents de patients, ne dites pas à l'enseignant qui prend le médicament, attendez 15 jours, au bout de 15 jours, demandez à l'enseignant, est-ce que quelque chose a changé? Et 9 fois sur 10, l'enseignant dit qu'il y a quelque chose qui a changé, effectivement, c'est étonnant. Donc
ça c'est utile à l'enseignant, mais l'enseignant, ça les challenge dans leur représentation. C'est que, et j'ai remarqué ça à plusieurs reprises, il est quand même très choquant pour un enseignant qu'un médicament permette d'améliorer les apprentissages. Parce que normalement, les apprentissages, c'est eux, c'est leur savoir-faire. Et que tout d'un coup, quelque chose de chimique se substitue à leur savoir-faire, quelque part, pour eux, c'est une blessure narcissique. Alors, j'en arrive à la société, à la fin. Alors, est-ce que le diagnostic de méthylphénolate est utile à la société? Je commençais mon topo par ça. Des sociologues disent, alors sociologue à côté de moi, donc des sociologues disent que nos sociétés occidentales souhaitent avoir des êtres humains qui ont de plus en plus le contrôle d'eux-mêmes. Dans nos sociétés, être impulsif, perdre son contrôle, c'est très très mal. Et vous comprenez pourquoi. Si on ne se contrôle plus, alors tout est possible et c'est le bazar, etc. Donc perdre son contrôle, c'est mal. Et vous le savez aussi que les représentations de l'autorité dans nos sociétés sont challengées, oui, avec l'égalité entre sexes, qui est quelque chose de complètement nécessaire, on est bien d'accord, mais je suis sûr qu'en consultation, vous voyez aussi que ça a des implications sur qui exerce l'autorité dans la famille. Il y a des petites difficultés à gérer ça dans les représentations des papas et des mamans. Donc quand vous mélangez une société qui a besoin que les gens aient un contrôle d'eux-mêmes, et que de l'autre côté, la question de l'autorité a du mal à se poser, les gens disent, mais que sont nos enfants là, on n'y tient plus, Et faites quelque chose. Faites quelque chose. Donc du coup, le diagnostic devient effectivement un outil qui permet de gérer un problème de société. Donc ça, c'est une utilité, mais alors de l'autre côté, on entend les voix contradictoires qui commencent à arriver et qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait à nos enfants, Il y a des pays où 10% des garçons de 10 ans prennent des psychostimulants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, peut-être que c'est bien, ils sont plus performants, mais est-ce que l'objectif dans la vie, c'est d'être performant? Et performant pour faire quoi, etc. Alors, j'en arrive à la conclusion. Vous avez vu que l'utilité du diagnostic d'hyperactivité, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que oui, le diagnostic peut être utile aux patients, certes, il n'y a aucun doute, mais il peut être utile aux médecins, à la famille, aux enseignants, à la société, avec des effets indésirables à côté. Alors comment on s'en dépatouille, nous, dans notre pratique? Normalement, c'est simple, parce que normalement, en fait, le diagnostic en médecine, ça n'est qu'un outil qui permet d'avancer. Ce qui compte, c'est de régler la plainte. C'est-à-dire, ce qui compte en médecine, c'est le malade, c'est pas la maladie, on est bien d'accord. Le malade, c'est celui qui vient sonner à la porte du médecin et qui dit qu'il a mal, qui souffre. Et si après votre prise en charge, il va bien et il vous dit « je suis guéri », alors même si le diagnostic est faux, vous avez bien fait. Le problème, c'est que dans l'hyperactivité, la plainte est décentrée. Comme souvent en pédopsychiatrie, alors en pédiatrie quand même, les enfants souffrent, ils ont mal, donc on peut dire il a mal, voilà, même s'il ne peut pas verbaliser à 6 mois « j'ai mal », il a mal, Un enfant déprimé, il souffre, ça se voit, voilà, il n'y a pas de... Même qui a un TOC, il est en souffrance, il est envahi, etc. Un enfant hyperactif en début d'hyperactivité, comme je vous le disais, il ne vient pas en disant « je vais mal, je suis hyperactif ». Ça ne se passe pas comme ça. Et donc là, on est effectivement confronté à un vrai problème de diagnostic, c'est qu'on n'a pas le juge de paix qui est de régler une plainte. La plainte est par procuration. Et aujourd'hui, je trouve que ça pose un vrai problème de société, c'est que on a les lignes de démarcation autour de la plainte bougent. J'ai des patients qui me sont amenés pour une plainte qui, pour moi, me semble marginale. C'est une plainte. Il pourrait être premier, il n'est que 10e. Et c'est vrai qu'il pourrait être premier. Je vois en tête une petite fille brillantissime, les parents universitaires. La maman hyperactive, traitée, elle est brillante, la petite fille, elle pourrait être première, elle n'est que 10e en CE1. Alors, et moi, j'ai pas d'outils conceptuels. Moi, j'ai dit non, parce que je soigne une plainte, il n'y a pas de plainte, mais on pourrait me dire, ouais, mais la plainte de l'enfant, etc. Et
Jusqu'à quel point tu as le droit de négliger son avenir? Elle se construit dès l'école primaire et donc en la soignant tôt, on peut peut-être... D'abord, je vais dire, moi je suis statisticien, où sont les études qui permettent de dire qu'avec 20 ans de recul, quand on traite des enfants subsyndromiques, ça va mieux après? Il n'y en a pas, donc voilà. N'empêche que ce n'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument. Alors, comment je m'en débrouille en pratique? Eh bien, je prends 30 secondes avant de dire le diagnostic et je me pose la question, mais finalement, ce diagnostic que je vais dire, à qui va-t-il être utile? Merci pour votre attention.